Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette 3e saison, nous partons à nouveau avec des avocats et des avocates, bottes de chantier dans le coffre, défricher les terrains juridiques arpentés par les acteurs de la construction. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui je suis avec un habitué de ce podcast, puisqu'il a été présent à toutes les saisons. Xavier Hémance. Bonjour Xavier. Bonjour Sophie. Xavier, vous êtes avocat associé et on va ensemble parler de hérissons et de chauves-souris, de faune et de flore. Plus précisément, on va évoquer la façon dont la présence d'espèces protégées sur un site peut venir perturber la sortie de terre d'un projet et des bonnes pratiques en la matière. Alors vous allez planter le décor, Xavier. Quelles sont les grandes lignes de la réglementation que les acteurs de la construction doivent absolument connaître ? Eh bien, il y a un principe d'interdiction de destruction des espèces protégées, mais également de leur habitat. Ce sont des espèces protégées qui peuvent être animales ou végétales. Espèces protégées animales, on pense aux mammifères, comme le hérisson, mais également aux insectes. Il y a beaucoup d'espèces de papillons rares qui sont protégées. Alors, il y a une interdiction de destruction de ces espèces et de leur habitat, mais on peut obtenir quand même des dérogations, et heureusement, autrement, on ne pourrait pas faire de projet, parce que ces espèces, on les trouve un petit peu partout à partir du moment où le terrain est un peu naturel. Alors, pour obtenir des dérogations, il faut obtenir une autorisation auprès du préfet. Il y a des conditions à remplir qui sont au nombre de 3. Premièrement, le projet, il n'est pas de solution alternative. On ne peut pas le faire ailleurs. Deuxièmement, il faut que les espèces protégées qui ont pu être identifiées puissent être quand même, malgré la réalisation du projet, maintenues dans une certaine aire de répartition géographique. Et troisièmement, il faut que le projet il réponde à des motifs qui sont prévus par la loi, l'article L411-2 du Code de l'environnement. Et parmi ces motifs, il y en a un qui revient assez souvent. Eh bien, il faut des raisons impératives d'intérêt public majeurs qui peuvent avoir trait à la santé, à la sécurité, mais également pour des motifs socio-économiques, par exemple la création d'emplois. Donc c'est souvent autour de cette dernière condition que vous venez d'évoquer que la clé de l'obtention de la dérogation se joue. Donc cette raison impérative d'intérêt public majeur, la RIIPM. Est-ce que vous pouvez nous dire si la jurisprudence donne des réponses sur ce que recouvre cette raison d'intérêt public ? Oui, effectivement, en jurisprudence, il y a beaucoup d'illustrations. Pour une raison simple, c'est que les projets qui touchent à l'environnement sont souvent attaqués par notamment les associations environnementales et les riverains. Donc, on a un certain nombre d'exemples. Certains, d'ailleurs, sont assez connus. Et on remarque que c'est un coup oui, un coup non. C'est vraiment une appréciation au cas par cas en fonction du contexte et ce que apporte le projet et comment il porte atteinte à l'environnement. Quelques exemples très connus. Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport qui finalement n'a pas vu le jour, la décision autorisant de porter atteinte aux espèces protégées et à leur habitat, le juge a rejeté considérant qu'il y avait des raisons impératives d'intérêt public majeur de réaliser cet aéroport. Nous avons également une déviation dans le Bordelais, déviation du Taillan. Il y avait 79 espèces qui étaient concernées. Eh bien, le juge a considéré qu'il y avait des raisons impératives d'intérêt public majeur de réaliser cette déviation routière au regard du trafic, au regard des dangers que constituait la route actuelle qui traversait une zone urbaine et des accidents qui avaient pu avoir lieu. Autre exemple, cette fois-ci, où il a été considéré qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur, c'est le centre commercial de Val-Tolosa, dans la banlieue de Toulouse. Et là, il a été considéré qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur, alors que la création de ce centre commercial, c'était avancé par les promoteurs, permettait la création de 1500 emplois. Mais ce projet allait à l'encontre notamment du SCOT, qui avait pour principe de limiter les centres commerciaux. Il a donc été considéré que ce projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Alors pour limiter un peu ces incertitudes, des législations sectorielles sont intervenues. Elles sont venues poser une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. Quels sont les exemples récents de telles législations ? Effectivement, le législateur est intervenu pour poser un principe de présomption pour certains
projet. Cela résulte de la loi APER du 11 mars 2023 pour les projets de production d'énergie et la loi Industrie verte pour les industries vertes. Alors pour le premier, la loi APER, il y a eu un décret d'application du 28 décembre 2023 qui vient nous expliquer que certains projets de production d'énergie comme photovoltaïque, éolien, biogaz, hydroélectrique et les réacteurs nucléaires, ainsi que les projets de stockage de combustible nucléaire, notamment, bénéficient de cette présomption. Nous avons ensuite certains projets industriels qui relèvent de l'industrie verte. Eh bien, ce sont ces projets industriels qui contribuent à la décarbonation, par exemple des projets qui tournent autour de la technologie hydrogène ou une industrie qui va produire des batteries électriques. Là encore, ces projets bénéficient de cette présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. Alors, si on a obtenu une dérogation pour un projet, on pense que tout va bien, mais non, la situation sur le terrain concerné peut avoir changé au jour du lancement des travaux. Qu'est-ce qui se passe alors si les espèces protégées qui sont présentes sur le site ont évolué en variété ou bien en nombre ? Alors là, vous touchez du doigt une difficulté qui est récurrente dans les projets. C'est quoi la situation concrètement ? Le promoteur fait l'acquisition d'un terrain. Mais en général, son projet ne se réalise pas tout de suite, le temps d'obtenir les autorisations. Donc, le terrain se végétalise, il devient de la jachère. Et la jachère, c'est extraordinaire pour l'expansion des espèces protégées. Eh bien, vous trouvez quelques mois après avec des espèces protégées qui, au début, lors de l'acquisition du terrain, n'étaient pas présentes. Il faut réagir à cela à travers peut-être des mesures de désensibilisation ou de défavorabilisation plutôt, c'est-à-dire faire en sorte d'entretenir le terrain pour que ces espèces protégées ne se développent pas. Tout en faisant attention, bien sûr, à ne pas porter atteinte à des espèces protégées, puisqu'il y a derrière cette loi pénale qui veille et qui interdit, parce qu'il y a un délit derrière, de porter atteinte à ces espèces protégées. Vous avez eu affaire, par exemple, à des chauves-souris. Effectivement. Il s'agissait d'un projet de contournement routier. Sur l'emprise des travaux, il y avait une grange qui initialement était abandonnée, qui était occupée par aucune personne et aucune espèce protégée. Eh bien, à la veille des travaux, on s'est rendu compte que dans cette grange, il y avait des chauves-souris. Et la chauve-souris, c'est une espèce protégée. Il a fallu donc obtenir une autorisation, une dérogation à l'interdiction de destruction des habitats de chauves-souris. Et dans une telle situation, est-ce que le promoteur peut demander une modification de sa dérogation ? Alors, le promoteur peut effectivement demander une modification de sa dérogation. Mais encore faut-il que cette modification ne soit pas trop importante et ne remette pas en cause l'économie générale de sa demande d'autorisation initiale. Si vous passez de quelques espèces protégées à plusieurs dizaines d'espèces protégées, eh bien vous risquez d'avoir une insécurité juridique par rapport à la modification que vous obtiendrez auprès de l'autorité environnementale. Là encore, on est sur du cas par cas. Xavier, vous nous avez montré à quel point le promoteur est très directement concerné par ce sujet. Mais quid des entreprises ? Est-ce qu'elles aussi, elles doivent prendre des précautions particulières ? Alors, il est vrai que les autorisations environnementales, d'ailleurs comme les autorisations d'urbanisme, doivent être obtenues par le maître d'ouvrage. C'est l'affaire du maître d'ouvrage. Mais il n'en demeure pas moins que ce régime juridique de protection des espèces protégées n'est pas que l'affaire du maître d'ouvrage. Parce que les entreprises ne peuvent pas exécuter aveuglément les ordres du maître d'ouvrage. Ils ont d'ailleurs une obligation d'information et de se renseigner sur la législation qui existe et sur la présence ou pas d'espèces protégées. Parce que derrière, nous l'avons évoqué, il y a un risque pénal. Et si on fait des travaux, si on porte atteinte aux espèces protégées ou à leur habitat, eh bien l'entreprise est susceptible de voir sa responsabilité, notamment pénale, engagée. Il y a donc ici un enjeu important de formation des acteurs qui sont sur le chantier afin qu'il n'y ait pas d'acte qui puisse avoir par la suite une qualification pénale. Et puis derrière, il y a bien entendu des problématiques par rapport à l'exécution des marchés, la suspension de l'exécution du marché principal, le temps d'obtenir l'autorisation pour l'espèce protégée qu'on n'a pas identifiée, ou alors le temps d'obtenir la modification de l'autorisation initiale parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres espèces protégées. Mais toutes ces questions-là doivent être abordées et c'est bien entendu la question qui est entre les mains de l'entreprise.
Merci beaucoup Xavier pour ce panorama très concret et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.